Délicatessen, délicatessen. Le Book Club. Épisode 3, John Jefferson Selve. Je ne connais pas John Jefferson Selve, j'ai d'ailleurs peu d'informations à son propos, sinon une photo envoyée par une amie. C'est un selfie dans la rue, elle pose avec lui dans une nuit parisienne typique, comme on les connaît si bien. J'ai cette photo dans mon téléphone et c'est étrange parce que je ne le connais pas. J'y vois des yeux comme des pierres de jet, des cheveux bouclés, une peau trahissant peut-être un métissage, comme moi. On ne sait pas. Que savons-nous de lui? John Jefferson Selve, ou Jefferson, puisque c'est ainsi qu'il souhaite qu'on le nomme, écrivain de 52 ans avec 2 romans au compteur et une revue littéraire, Possession immédiate. Il est professeur à l'école d'art de la Cambre à Bruxelles et dirige le bureau des manuscrits de l'art littéraire aux côtés de son ami Lolita Peel. Il publie un premier texte, Méta Carpenter, aux éditions Grasset en 2022, puis La matière humaine chez Gallimard en 2026. Ces 2 livres imposent une prose qui nous embarque dans des romans souvent politisés, en tout cas engagés, punk, écorchés vifs et violents. Entre décomplexion profonde, euphorie noire et tourments jubilatoires, vous remarquerez mes oxymores, son dernier livre, La matière humaine, nous plonge dans un spleen étrange, une sorte de vraie déprime. Je ne sais pas encore si c'est la sonorité de son langage ou les thèmes abordés qui nous font forcément chavirer vers le côté obscur, proche d'une science-fiction et qui nous mettent dans cet état de sidération. Dans tout cas, nous allons décortiquer tout ça. Il est notre invité de ce book club de juin. Bienvenue sur Délicatessen, je suis Lolita Sen. Jefferson, bonjour. Bonjour Lolita. Alors, on démarre toujours cette émission par une rubrique sur le patronyme. Le vôtre est intéressant parce qu'il donne cette impression d'être obligé de le dire en entier. John Jefferson Selve, pour s'adresser à vous. Il sonne américain d'une part, avec John Jefferson, et puis il y a Selve d'autre part, qui signifie en français la forêt vierge. Et puis, comme on ne veut pas faire dans la facilité, vous demandez à être appelé Jefferson et non pas John. Alors, ce patronyme ou pseudonyme, que révèle-t-il chez vous ou pour vous? Nous sommes ici très troublés. Alors, l'affaire est un peu compliquée. Et au fond, elle est assez liée avec ces deux premiers livres. C'est-à-dire que, alors, on va commencer par le prénom. Mon Très vrai bien. prénom en entier, c'est John Jefferson. Et il y a toute une légende, enfin, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une légende, parce que dans la vie, on m'a toujours appelé Jefferson. Et Mais il alors, qui? semblerait, Votre mère adoptive ou oui, vos amis? oui, ma mère adoptive, mais il faut savoir que ma mère adoptive a rencontré furtivement celle qui m'a fait naître. Donc elles ont échangé sur mon prénom, mais la préfecture de l'époque ou je ne sais pas qui ou quoi trouvait que Jefferson était trop américain et lui ont Ok. proposé John, qui était forcément plus français. Heu, Ouais. d Ouais, non, mais je sais pas, c'est John Wayne, c'est je ne sais pas quoi. Mais le fait est que du coup, il y a eu une sorte de compromis, où, on a mis sur la carte d'identité John Jefferson et à l'oral, on m'a toujours appelé Jefferson et j'ai eu la preuve que c'était pas une légende il y a peu de temps, parce qu'il m'arrive encore de recevoir des courriers ou des choses de cette famille Selves, et effectivement, je suis tombé sur des lettres de ma génitrice, qui est morte donc très jeune après ma naissance, il y a pas si longtemps que ça. Et où elle s'adresse à la mère qui m'a élevé, c'est là où ça devient un peu compliqué, en m'appelant Jefferson. Donc Ok. bon, voilà, donc dans la vie, on m'a toujours appelé Jefferson, sauf que quand j'ai commencé à écrire, plutôt des papiers ou bien des choses comme ça, ne serait-ce que pour être payé, enfin pour tout ce qui est papier, c'était John Jefferson et c'est resté parce que ça sonne pas si mal. Mais c'est vrai que du coup, quand on m'appelle John, je sais que c'est quelque chose de plutôt distant, Ça ou vous bien arrive de souvent? l'ordre du Oui, travail, forcément. ou bien de l'inconnu, et Jefferson, c'est le cercle. Ok. C'est ceux qui savent. Alors, Bon, comment mais je dois bon, vous appeler? Jefferson, là. Très bien. Et Selve, oui, c'est le prénom de ma génitrice. Et j'ai grandi dans une famille d'accueil qui s'appelait Chopin. Donc moi j'étais Selve et je m'appelais Chopin dans cette... enfin, je m'appelais Selve et c'était Chopin. Donc j'ai toujours été un peu décalé sur ces affaires de nom. Et puis voilà. Et après, bon, en vieillissant, on apprend que Selve, c'est aussi la forêt, c'est la selva oscura cedante, c'est Mhm. l'enfer. Ça me va pas mal. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Mm. Mon nom de famille en japonais, c'est la ou en chinois, c'est la forêt. Je crois qu'en Ah japonais bah c'est voilà, Yamba. Donc voilà, il y a un petit d'accord. lien.
Alors, vos deux premiers romans sont publiés par le même éditeur, Yannick Enel, qui dirige désormais la collection Aventure chez Gallimard. Il est passé donc de chez Grasset à cette nouvelle maison. Vous avez suivi, tout comme j'ai fait avec mon éditrice, ça arrive très souvent. Mais si c'est arrivé, c'est qu'il doit bien avoir une relation. Comment s'est faite votre rencontre entre écrivain et éditeur? J'imagine que vous n'avez pas envoyé un manuscrit à la Non, poste. non, non. Alors, je précise juste une chose tout de suite. Chez Grasset, c'était Juliette Jost qui me publiait. Ah, ok. Oui, oui. Donc, Pardon. En fait, il est il fait peut-être une petite. Je sais pas. non, non, je le remercie. Je crois que je le remercie dans Meta Carpenter parce que Yannick a été l'un des premiers à me pousser il y a des années à écrire, à oser enfin franchir ce pas-là. Et il m'a toujours encouragé. Donc, à cette époque-là, il n'était pas éditeur, mais nous sommes amis depuis longue date, depuis 2007, je crois. Donc, il a toujours été à sa façon, de très très bons conseils. Et alors, comment vous avez été publié chez Grasset? Comment s'est passée la première publication? Alors, la première publication se passe parce que j'envoie ce que j'ai de la matière brute de Meta Carpenter à un ami que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jean-Noël Orango, et qui s'enthousiasme très fortement pour le livre et qui le fait passer chez Grasset Ok. à Nora et du coup après à Juliette, que je connaissais depuis longtemps, mais mon rapport à l'écriture était encore plein de honte et j'avais beau connaître Juliette, je lui avais pas dit que j'avais un texte sous le coude. Donc j'ai eu la chance que ça passe par des biais sans que je fasse l'effort trop l'effort de chercher. Donc, le premier texte est publié à l'âge de 46 ans Oui, ouais, Et il n'y a c'est pas eu ça. d'autres textes avant Non, 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 D'accord. absolument pas. Vous aviez jamais J'écris, écrit avant de roman? j'irai pas jusque-là. J'avais écrit quelques textes, mais finalement j'ai très peu écrit. D'accord. Alors que c'était quand même quelque chose qui me taraudait et me minait la tête depuis l'adolescence. Mais je crois pour plein de raisons, je crois qu'à vers la vingtaine, j'ai décidé qu'il y avait bien meilleur que moi Mhm. et que voilà. C'est un mélange de plein de choses. J'ai aussi une grande flemme et que je pense que la littérature, c'est quelque chose où on met un peu la peau sur la table. Donc c'est un inconfort que parfois je fuis. Mais et puis surtout, j'ai vu et j'ai rencontré des jeunes auteurs, j'ai eu des amis écrivains qui étaient vraiment très doués. Et c'est pas un rapport de compétition, mais je me suis dit, je vais pas mettre une touche supplémentaire si c'est pas pour dire quelque chose de supplémentaire. Mhm. En tout Une cas, sorte d'orgueil. je dois dire que c'est très réussi. Non, merci. Pour ces deux livres-là, j'ai été très, très, très étonnée par votre verbe, votre construction et puis cette espèce d'espace dans lequel vous nous envoyez. On va en parler Mm, un peu plus en profondeur après. Donc, parlons donc de votre dernier roman. On est vraiment là pour ça, pour la matière humaine plus que pour Meta oui. Carpenter, même si Meta Mm, Carpenter est à dire aussi. C'est l'histoire d'une dystopie. 2027, en France, à Paris plus exactement, c'est la veille du dernier tour des élections présidentielles et le pays retient son souffle face à la montée des extrêmes et l'élection probable de l'extrême droite. La dernière dystopie que j'ai lue, c'était La Servante écarlate en 2016, quand Trump allait être élu, juste avant sa première élection. Je vivais à l'époque à Vancouver, au Canada. Je l'ai lu en anglais et j'ai vraiment vécu cette lecture comme un signe, comme un présage. Peut-être parce que tout le monde était en train de le lire à ce moment-là aussi, puisque tout le monde sentait qu'il se passait quelque chose. Parce qu'en France, on ne sentait pas l'influence de Trump à cette époque, mm. alors qu'il était évident pour le peuple nord-américain. Je me rends compte qu'en 10 ans, je n'ai pas lu de roman dystopique, que vous êtes presque le premier, si on le place, enfin, que vous êtes le premier si on le Oui. place dans ce Mm, genre. mm. Et je me rends compte de leur puissance et de leur importance quand le monde vacille. Êtes-vous d'accord donc avec ce terme dystopique? Et que pensez-vous de leur importance? Alors je suis d'accord et tout de suite je mettrais, je dirais alors que c'est une dystopie ténue parce qu'on est quand même quand j'ai commencé le texte, on était à 2 3 ans de l'élection. C'est-à-dire que je ne projette pas non plus très très loin et qu'il y a pas un effort démesuré pour comprendre ce qui va venir. Mais simplement, je l'ai placé là déjà pour la symbolique et puis surtout parce qu'on voit, et c'est encore le cas et peut-être d'une autre façon, c'est comme si on avait dévitalisé toute possibilité de révolte contre ce qui allait advenir. Mais je le vois, je l'ai vu d'abord
en moi-même presque par une sorte d'envie de pas voter. J'ai quand même grandi avec le Front National. Ça fait quoi? Donc ça fait une Mais il faut quarantaine pas oublier leur d'années. nom, faut pas oublier de dire Oui, Front National, faut oui, pas oublier toute cette non, histoire qui se oui, oui, non, qui est c'est doucement pas, calfeutrée, ouais. oui, ça rassemble pas du tout. Mais le fait est que moi, j'ai quand même grandi avec la figure de Le Pen père, et c'était violent en fait. C'est quand même assez violent. Je pense que déjà à l'époque, dans mon village normand, ça devait faire bien 30% au municipal. Enfin bon, l'ambiance est là depuis 30-40 ans. C'est assez difficile, hein. C'est quand même les propos de Le Pen père, il faut quand même se les rappeler, hein. C'est une haine. Haine contre les juifs, haine contre les noirs. Enfin, c'est vraiment un discours de haine. Bien sûr, Euh, mais c'est même fou euh, qu'il n'y ait pas plus de littérature finalement contemporaine qui parle de cette montée des hum, extrêmes, alors qu'ils sont vraiment au seuil de notre démocratie. Par exemple, je pensais à d'autres arts, Apollonia Sokol par exemple, dans oui, la oui, peinture, qui, oui, elle, oui, vraiment dénonce le fascisme, les groupes militantistes aussi, qui ont des actions dans les musées pour dénoncer le colonialisme, c'est quand même assez lié. La mode aussi, qui est souvent vecteur de ce genre de message très fort, hum, même si c'est calfeutré par d'autres trucs. oui, oui. Euh, pour vous, est-ce que c'est un devoir en tant qu'écrivain de dénoncer et d'être autant politisé dans vos romans? Alors non, déjà, le mot de devoir en littérature me gêne un peu parce que s'il y a vraiment un lieu où je pense et je lis et je peux lire énormément de textes où la question de devoir moral n'est pas là, même si là je serais sartrien, je dirais que toute littérature est politique, Hmm, mais je pense pas que c'est un devoir, mais là, pour le coup, c'est personnel, hein, c'était une obligation. Et puis cette dévitalisation dont je parlais, je l'ai senti partout. C'est-à-dire que autant le Front National avance peu masqué, même si là, depuis quelques années, il tente de faire croire que, mais il a suffi d'une dissolution et de nommer quelques futurs députés pour comprendre dans les CV que ça allait pas du tout. mhm. Donc c'est quand même un parti, même si les membres les plus actifs cachent quelque chose, il suffit de mettre quelques élus de base pour voir tout de suite le principe de rancœur et de colère qui les habite et qui se justifie. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que moi, mon plus grand ennemi, presque, c'est même pas le Rassemblement national comme il s'appelle aujourd'hui, mais plus ou moins les conditions d'extrême droitisation qui se sont déroulées jusqu'au Parti socialiste. C'est-à-dire que je me rappelle de Valls, hein, je me rappelle de Valls sur les Roms. Je me rappelle, je me rappelle d'un discours ambiant. La force du Rassemblement national, du Front national, c'est d'avoir contaminé la société. C'est assez extrême droitisé, hein. Mhm. Zemmour, quand même, avant qu'il se présente, était à la télé 6 heures par semaine. Bien sûr. Donc, bon, on est là depuis longtemps. Donc, dans cette anesthésie-là, je me disais, quand même, si ça passe, ça va piquer. Et j'ai un enfant, j'y pense, qui est comme moi. Paris, mai 2027, à la veille des élections présidentielles. Donc le roman s'ouvre sur quatre personnages. Antea, que j'ai lu Athéna d'ailleurs pendant tout le livre, mais ça c'est une autre histoire, qui est une romancière publiée, qui philosophe jusqu'à l'obsession. Saul, son ami qui rêve de publication et qui a autrefois été dealer. John, qu'on croise moins, mais qui travaille dans le monde de l'édition. Et dernier personnage de ce quatuor, qui a aussi un visage, une parole, la poudre. Alors, durant cette nuit étouffante, oppressante, avec une démocratie au bord du précipice, on se tient ensemble, le lecteur, la poudre, Antea, John et Saul, et c'est une sorte de cercle amical, presque comme un cercle de poètes déchus que vous instaurez dès les premières pages. En fait, j'ai presque l'impression que l'amitié semble être le sujet principal du livre, comme si l'amitié serait le socle de notre civilisation à un moment où elle décline. Oui, bah, vu ainsi, c'est très intéressant parce que j'avais envie que je fais parler de la poudre qui est quand même un peu teigneuse envers ces personnages, hein. C'est-à-dire que Mm. le livre souhaite aussi instaurer, ça fait partie des bases et des désirs de ce livre, c'était ma malaise. Je voulais faire une littérature un peu malaisante, enfin qui n'ait pas peur de rentrer dans des zones qui soient peu confortables. Mais toutefois, le constat de la poudre, euh, pas la prosopopée que je lui donnerai qui m'a permis d'articuler ce livre et qui a déclenché presque ce livre, mais le fait est que
la poudre qui inonde Paris, et je parle pas que de la cocaïne, maintenant il y en a d'autres Mmh. que je ne connais pas. Mais toutefois, quand on sort la nuit à Paris, dans le sens où c'est maintenant, ça a pris une telle ampleur, et c'est aussi des processus que je décris dans le livre, d'ubérisation de la drogue, où il est plus Mmh. facile de choper 3 grammes de n'importe quel par limpinpin qu'une pizza. Mmh. Euh, Mon idée n'est pas du tout de culpabiliser le lecteur, ou je suis pas hygiéniste ou social, ou dire c'est pas bien, même si au fond on sait que c'est pas bien. C'était de comprendre, et peut-être de voir et de le voir, que la poudre le soir de plus en plus tôt, alors qu'avant c'était fait pour aller se danser, mais finalement c'est l'apéritif, parce que danser à Paris c'était cher. Mmh. Mais c'est aussi pour parler, et c'est pour échanger, c'est pour dans ce monde un peu difficile, et dans les soirées que j'ai pu faire, il y a aussi une grande amitié, un peu naïve, un peu bête, refaire le monde, ce genre de choses. Enfin, tant que les services publics ou autres ne comprendront pas que les prises de drogue sont faites un peu pour communier ou pour se réunir. Alors évidemment, après, il y a des gueules de bois, il y a des moments plus tragiques, il y a des dépressions, mais ce que je veux dire, il n'y a pas que ça. Tant qu'on verra la chose du mauvais côté, et je pense que l'amplification ou la déferlante de poudre sur Paris désigne simplement des solitudes, hein, désigne un grand malaise. Bien sûr, bien Et je entendu. le mets en relation, non en réaction, mais en relation néanmoins assez ambiguë avec la montée de l'extrême droite. Je dis pas qu'on prend de la poudre parce que l'extrême droite, mais parce que ces deux phénomènes opposés existent au même moment, avec quelque chose de l'ordre d'une prolifération un peu délirante, m'interroge. Donc, moi, j'essaie de mettre ça à ma façon dans le livre. La poudre, donc ce quatrième personnage, comme on disait, elle a peut-être plus de paroles que les autres. Elle s'infiltre donc partout, elle connaît Antea et Saul par cœur, jusque dans leur corps et leur appartement. Mais donc, à quoi cela tient-il de faire parler ce quatrième personnage? Il semble omniscient, il semble au-dessus de la coupole, au-dessus de Paris. Pourquoi donner une voix à la poudre? Pourquoi la rendre humaine, finalement? Bah, très honnêtement, ça a commencé parce que j'entendais des gens séparer les drogues, ce qui m'a toujours semblé un peu dingue. La cocaïne et la drogue du capital, enfin, c'est sacré. La kétamine, c'est ça. Bon, je pense que là, on coupe les cheveux en quatre. Ça reste comme je te disais, un principe d'évasion, d'évasion qui veut peut-être dire de reconnexion quelque part. Donc, pour moi, je voulais les mettre sous un nom commun, Mm. qu'on prenne du MDMA ou de la cocaïne. Pour moi, c'est pas, je vois pas la différence. Faut vraiment jouer les spécieux pour dire oui, mais là c'est ça. Comme on dit, il y a des drogues de droite, il y a des drogues de gauche. Ça, c'est le bullshit parisien. Mais oui, ça me semblait important de la faire parler. Une fois encore, parce que elle joue quand même sur les articulations et les pensées des soirées, des gens. Ça anesthésie aussi dans les mots. Ça, comme toute drogue, il y a montée et descente. Et puis surtout, ce que j'ai constaté comme tout le monde, c'est que du petit prof de français au comptable, en passant par l'artiste et machin, là pour le coup, il y a un processus de démocratisation qui est délirant. Donc je veux dire, quoi de mieux que cette matière qui vient directement dans nos sinus et qui nous colle au lobe frontal, et qui est au plus près de nos pensées presque. Donc ça m'amusait de faire une sorte d'entité, une substance presque spinozienne, qui Mm. sait tout, presque déiste. C'est ça. Et en même temps, elle aime ses clients, enfin surtout Solé, Antea, qui sont des élus quand même, parce que ils ont envie d'autre chose. Ils sont désespérés, nihilistes un peu, mais il y a Mhm. toujours une petite fenêtre. Il y a une petite aperture. Oui, d'ailleurs, vous citez Sioran quand je vous demande des publications qui peut-être vous inspirent ou Oui, vous oui, transportent. bah, j'ai écouté Nicolas Chemla dans ton émission, c'est qu'il était très bien. D'ailleurs, parmi tout ce d'intéressant qu'il a dit, il y a une phrase simple mais qui est importante, qui est l'identité est un leurre. Mm. Parce qu'il,
prôner ce monde contemporain qui devient quand même très, très identitaire, alors que ce soit de n'importe quel côté. Ça, je voulais en jouer un peu. On m'a posé la question: «Ah oui, mais tu te moques un peu de l'art contemporain, du parisien?» Oui, parce qu'il y a ces micro-clans, il y a un petit clanisme, chacun ses catégories, chacun ses règles, et puis on revendique nos identités en permanence, qui est un peu l'opposé de ce que je crois être le chemin, ce que disait aussi Nicolas Mhm. à sa façon. Et c'est vrai que l'un des livres, on parle beaucoup d'écriture, mais l'un des livres qu'une amie m'avait envoyé par PDF, Clarisse Gorokoff, Ouais. qui est le livre des Leurs de Sioran. Alors moi j'avais lu beaucoup Sioran jeune, mais le livre des Leurs, c'est son premier livre, je crois, 18 ou 19 ans. Ok. Et c'est un livre plein d'énergie, assez incroyable. Et j'ai été étonné parce que je crois que dans ma prose, s'il y a quelque chose un peu de gémellaire, c'est plutôt vers Sioran que vers d'autres noms que l'on me donne souvent. Et puis c'est un livre sur la musique qui est important pour moi. Donc oui, je le feuillette chaque matin. Un peu, c'est un Mhm. peu. Enfin, pas que lui, mais c'est mes petits rituels avec le café. Il y a un autre personnage qui est très intriguant et qui porte votre prénom, ou donc le préfixe, ou le pré-prénom, John, et qu'on ne parvient pas à réellement saisir, qui apparaît, disparaît. Alors, est-ce un personnage qui vous échappe, ou est-ce qu'il est votre double? Alors, c'est pas du tout mon double, mais j'ai voulu jouer sur. Mais ça, je sais pas, c'est venu comme ça. Il y a parfois, j'interroge pas tout, mais je trouvais ça bien qu'il s'appelle John. Le fait qu'il m'échappe, en fait, j'ai aussi voulu. Tout le monde est aussi, par moment, un peu spectral. Hmm. Il y a quelque chose de l'ordre du fantomatique. Parfois, bon, je sais qu'Antea, ben, elle est un peu comme ça. C'est bon, elle a une texture, elle est parfois puissante, mais elle est aussi un peu fantomale. On le ressent très très bien, en J'avais effet. envie, puisque on en reparlera, mais je l'ai construite sur justement l'image de cette mère génitrice que j'ai pas connue et qui est morte peu de temps après ma naissance, très, très jeune. D'accord, Donc, c'est la genèse du personnage d'Antea et qui était d'accord. junkie. Donc, du coup, voilà, il y a plein, mais je fais partir l'enfant sur ça. Et du coup, comme souvent, j'ai perdu le fil. Ah oui, John. John, non, John, je me suis amusé à compiler mes trois quatre meilleurs amis avec qui je traîne. Ok. C'est juste, j'ai fait un portrait chinois avec des actions et des réflexions. J'ai voulu, parce que ça me faisait plaisir, mais c'est vrai qu'il intègre, il est là, c'est celui qui est rassurant, celui qui ne cède pas, Hmm. qui est moins dans l'atermoiement. J'ai quelques amis comme ça qui sont un peu solides et en même temps qui vont jusqu'au bout de la nuit. Donc c'était une manière de leur rendre Ok, hommage. je n'avais absolument pas compris qu'Antea était en fait votre génitrice de Oui, Selve. Oui. oui, bah non, enfin c'est en partie, mais dans la catalyse, dans l'amorce de ce personnage, ou même dans l'amorce de ce livre, c'est un peu ça. Pour faire 2 secondes, parce que c'est vraiment la même pièce, Meta Carpenter, c'est un hommage à la femme qui m'a élevé, cette mère nourricière, qui est morte quand j'avais 38 ans. Et c'est un deuil dur, hein, comme souvent. Mais quand son image a commencé à s'estomper, et ben c'est là où ce premier livre est apparu. Je me souviens plus trop comment j'ai écrit, mais c'est un livre qui a commencé parce que je voulais la faire réapparaître ou réapparaître des souvenirs de notre enfance. Et puis de sa condition elle-même de mère nourricière de Hmm. la DAS pauvre, dominée, très dominée, très dominée par les hommes. Et je l'ai mis en point commun avec, c'était le début des Cam Girls, cette, tout ce monde-là, en fait, je trouvais que c'est la même chose. La lutte d'une cam girl et d'une femme née en 33, je voyais bien que les ressorts de domination étaient à peu près les mêmes, malgré la technique. Donc, et le livre est né comme ça, très rapidement, comme j'ai Vous dit. mettez souvent en fait en corrélation votre histoire personnelle un petit peu par touche. On va avoir des moments comme ça qui ressortent des petits paragraphes. euh, Votre père, père adoptif tyrannique, cet œuf dans Métard Carpenter qui est Mm, une image extrêmement forte, qui hante presque les esprits quand on a fermé le livre, le bégaiement dans mm, la matière humaine. Il y a des petites touches comme ça où on vous retrouve au milieu
d'un grand tout, d'un grand reste. Mm. C'est vrai parce que moi, ça, c'est peut-être certainement. En fait, mon imagination est plutôt projective, c'est-à-dire que je suis dans un temps présent et je ne sais pas pourquoi, ça c'est peut-être psychanalytique, mais dès que c'est le passé, j'arrive pas à imaginer. Donc je me sers de mon enfance, de pans entiers de mon enfance. Puis certainement, j'ai des trucs à régler, hein, c'est ma manière un peu sauvage de me psychanalyser. Ou bien de régler deux, trois trucs. Mais le fait est que ces deux livres sont la même pièce. Donc, Méta, l'hommage à la mère nourricière, quelque part, et la matière humaine, l'hommage à cette jeune femme, auquel j'ai très peu pensé, parce qu'on ne s'autorise pas à penser à une autre mère quand on en a une, pour Bien sûr. plein de raisons. Mais je pense son nom. Et Ouais. puis les années passant, et puis comme je vous ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu pas mal de courriers qui sont tombés, donc je savais qu'il fallait que j'y règle des comptes avec ce fantôme. Euh, voilà. Est-ce que le Et compte est puis, réglé ou il va y avoir encore des livres qui non, non, sont non, non, portés non, sur elle? non, non, ça c'est les livres à maman, c'est fini. Ok, grande tristesse quand même, parce que vraiment, dans les moments où vous parlez euh, de- d'adolescence ou d'enfance, dans la matière humaine, par exemple, il y a cette histoire de crâne aussi, qui sont Hmm, extrêmement forts, mais je suis sûre qu'on retrouvera des petites touches oui, encore un petit peu ouais. picturales. Donc, Hmm, dans la matière humaine, on navigue dans différents lieux, un club à 3 étages sous terre, je sais pas si ça se dit vraiment, une hmm. cave, des chiottes en sous-sol, des rues désertes, des appartements étouffants, des appartements luxueux. Paris, toujours antithèse d'elle-même, devient cet endroit fermé, comme dans votre livre finalement, un huis clos qui se définit par l'espace, mais aussi par le temps, 24 heures. Il y a Hmm. une impression très théâtrale dans votre livre, où vos personnages seraient emprisonnés et qu'ils n'avaient pas d'échappatoire pour eux. Pourquoi ce format si serré, si fermé? Alors c'est vraiment très bien vu, mais la première véritable idée que j'ai eue aussi après la poudre, c'est la durée. Mais la durée, c'est les 24 heures, parce que je voulais 24 heures avant l'élection présidentielle. Pour moi, c'est aussi une référence à un livre culte que j'ai mis beaucoup de temps à lire, qui est Sous le volcan de Malcolm Lowry, qui est une dérédiction sous alcool pendant 24 heures, Ok. qui est un livre extraordinaire. Un peu difficile, mais je crois que je suis à ma troisième lecture. Faut le lire tous les 10 ans. Et bon, c'était aussi une sorte d'hommage. Alors, ça paraît présomptueux parce que quand on voit le livre et la puissance du livre, voilà. Mais je voulais ce grand principe de la scène clos des 24 heures. Et comme je savais que je ferais de la poudre, une sorte de prosopopée, mais qui est aussi un chœur, qui est une hérénie, Hmm. qui est comme les chœurs grecs qui disent un peu la vérité à leur personnage. Voilà, ça me permettait de me cadrer parce que j'ai une tendance à dériver, à déraper. Oui, Je gros vais pas. challenge quand même de Mmh, fermer une mmh, histoire dans mmh, seulement 24 heures. mmh, Il y a une scène époustouflante, tragique, quand Saul se rend à une soirée et qu'il croise dans le hall de l'immeuble un enfant dealer qui se fait attraper par les forces de l'ordre, enfin les flics. Je vais d'ailleurs vous la lire. mmh. Ça sera beaucoup plus... hop. Alors, c'est page 42-43. Tu n'es pas arabe, tu n'es pas noir, tu n'es pas blanc non plus, mais tu n'as certainement pas grand-chose à craindre. Même si une alarme emplit ta tête de métis chic, ton téléphone gerbe de messages énervés. Il est là? T'es où? Tu annonces 10 minutes de retard et une rallonge. La voiture de police s'est évaporée, mais tu fais 3 fois le tour du quartier. Tu veux être sûr. Oui, elle semble s'être évanouie. En théâtre, a écrit, elle t'attend, tourne en rond. Trop de bourges libidineux dans la soirée. Tu consultes une fois encore ton téléphone pour trouver les codes de la porte de l'immeuble et tu te décides à entrer. Une fois dans le hall, tu notes le dallage en cabochon que tu aimes tant. Tu vois un gosse de 10 ans et tu comprends que c'est lui, que c'est ton gars. C'est un petit, disait le message de ton tel. Tu raccordes maintenant. Mais avant de savoir si tu t'indignes ou si tu fais affaire avec le gosse, 7 Robocop s'engouffrent derrière toi. Un courant d'air, d'armes et de cuirasses noires, ça ne dure qu'une demi-seconde. Tu comprends tout de suite. Ils enserrent l'enfant, ne te calculent même pas, ne font pas le lien ou ne veulent pas le faire. Tu ne sauras jamais. D'une main tremblotante, tu effaces à toute vitesse les messages du dealer sur ton portable en faisant semblant de chercher le second code de l'immeuble. L'un des flics te demande si tu habites ici et tu réponds, bien plus calme que tu ne l'aurais cru, que tu te rends à une fête.
Tu fais un geste de la tête vers ton sac, bouteille de champagne apparente. À cet instant, tu es d'une autre classe sociale. Rien ne peut t'arriver et tu le sais. Ce qui ne t'empêche pas de prier pour qu'il ne voit pas l'état de tes narines. Chez toi, ça tombe vite. Tout le monde te capte normalement. Mais tout va bien, c'est le môme qui veulent. Tu regardes l'enfant en prenant l'air contrarié, un air qui dit ce n'est pas bien. Le môme a peur, il s'affole, les yeux dans tous les sens. Un bip carcéral retentit, la seconde porte s'ouvre, enfin. Tu te retournes une dernière fois, comme un badaud devant un accident grave. Vos regards se croisent. Tu lis dans les yeux du petit un besoin infini de secours. Les flics lui parlent comme à une merde, l'embarquent avec brutalité. Tu oses un bonne soirée au mastodonte pile au moment où la porte se referme derrière toi. Comme l'ascenseur tarde, tu prends l'escalier. Il te reste juste de quoi faire une énorme poutre entre deux étages. Tu en as plus que jamais besoin. Hmm. Oui. Ouais, Alors, la scène est extrêmement violente, je trouve, mhm. très cinématographique. Elle est violente parce qu'elle touche à un enfant déjà, parce qu'elle confronte des milieux aussi, et parce qu'il y a aussi une forme de mensonge de la part, enfin, un mensonge de la part de Saul. La poudre, elle sait tout ce qui se passe. Je voudrais un peu mieux comprendre cette scène. Euh, Est-ce là le sacrifice des innocents? Enfin, pour remettre dans le contexte, vous parlez du massacre des innocents à la fin du roman, qui est une scène biblique où des bébés se font tuer. Et j'avais l'impression qu'il y avait une corrélation entre le sacrifice de cet enfant dealer et la visualisation chrétienne ou picturale du massacre des innocents. Et, décidément, oui. C'est c'est tout à fait ça. Mais pour revenir un peu sur la scène, c'est une scène vécue, déjà. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est l'une des meilleures, peut-être. Je sais pas. Sauf que l'enfant, c'était pas un enfant, mais il avait pas 10 ans, mais c'était vraiment, je sais pas, on va dire 14, 15 ans. Mm. Donc, et puis bien sûr, il n'y a pas eu la tragédie que je pousse, parce que j'ai poussé les curseurs loin en prenant d'autres cas. Donc, mais tout le livre est habité par, s'il y a aussi une troisième critique du monde par l'ubérisation et tout ça, tout le livre, Mm. je pense, est habité par les enfants. En fait, c'est pas trop dit, mais ne serait-ce que ne serait-ce que se réunir, comme on disait tout à l'heure, et de prendre de la poudre et d'être heureux jusqu'au bout de la nuit, ou du moins jusqu'à un certain moment, a pour moi un lien avec l'enfance. Le fait que je désigne et décrive le processus d'ubérisation des dealers et de la technique et de la technologie, qui est toujours un peu des thèmes qui sous-tendent ce que je fais, est aussi lié aux enfants, parce que je pense que la technologie telle qu'elle est aujourd'hui, le plus grand mal qu'elle fait, c'est aux enfants. Elle est pour eux. Mm. Et on commence à le comprendre. Euh, et puis après, il y a cette troisième catégorie qui est toujours la, la schizophrénie ou la duplicité schizophrénique euh, de l'occidental blanc tel qu'il est. Blanc ou pas blanc, parce que je me considère un occidental blanc vu ma manière de vivre, c'est pas une question de peau là. Mais je pense qu'on est aussi très facile et très très à l'aise sur tout ça, et que le nombre d'enfants que l'on voit errer ou en difficulté côté de Paris de plus en plus ne cesse d'augmenter en même temps que là, je parle souvent des enfants sans papier ou autres qui doivent servir pour survivre à beau vol, balle à voler, à plein d'autres choses. Mais en même temps, je reviens de New York il n'y a pas très longtemps, enfin, à Manhattan, il y a plus aucun môme qui est Mhm. dehors. Mhm. Donc, le môme occidental disparaît sur les écrans et le môme sans papier qui vient en Occident doit survivre de rapines et de tout ça. C'est-à-dire que et dans cet enfant ou dans ce jeune que je décris, se joue aussi une autre dimension, c'est que le dealer traditionnel, et ça j'en parle aussi dans le livre, pardon, j'ai fait trois digressions, Non, non, mais on c'est est là que pour ça. c'est qu'on commande, c'est que le bobo parisien, je déteste ce genre d'expression, je viens d'employer, mais le parisien jeune et bourgeois tel qu'il peut être, commande de la drogue pour le soir, faut que ça vienne en moins d'une demi-heure, sinon il n'est pas Mhm. content.
Mais il a mangé ses tartines d'avocat l'après-midi à 15 balles, mais il ne sait pas qu'il y a des déforestations. Enfin, une sorte de bonne conscience en plus, toujours qui est à 2 balles. Commande à la banlieue. Je fais parler de la poudre sur la banlieue, Mhm. sur le fait qu'elle travaille pour le centre-ville et qu'elle Oui. s'entretue pour bon, le centre-ville. Mais comme la nature humaine est quand même bien faite, même le dealer traditionnel de banlieue, quand il le peut, utilise le sans-papier pour faire son propre boulot. Bon, et comme je voulais que le livre pointe quand même, euh, certes, notre désir d'amitié, de pas se laisser enfermer dans le monde tel qu'il vient, mais la nature humaine telle qu'elle est, elle est quand même pas très belle, à tous les niveaux. Et la seule innocence que je perçois, ce sont les enfants, que ce soit les enfants occidentaux qui disparaissent à force d'être scotchés derrière des écrans et qui savent même plus courir, ou bien les enfants qui viennent en Occident et qui finalement font les rapines dont on les accuse. C'est les enfants et les animaux, les seuls innocents sur notre planète. Nous, bon, on est tous coupables. Et c'est le thème profond du livre, je crois. D'où le massacre des innocents. Voilà, bien On vu. parlait tout à l'heure de ce côté dystopique de votre livre. Mais si on sort de ce genre, il m'a paru aussi que vos livres, les deux d'ailleurs, étaient proches du pamphlet ou de la satire, sinon, parce que finalement, vous attaquez les vices et les ridicules des contemporains. Oui, 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 mais alors, après, je le fais sans surplomb. Je le fais aussi comme une conjuration me concernant, hein. Je suis pas dupe de mes propres enjeux, comme je le disais tout à l'heure, à la fois de confort et bon, en même temps de sentiment de rébellion ou d'injustice. Mais faut pouvoir se le dire, il faut pouvoir se regarder dans la glace. Et donc, du coup, ça sert d'abord comme morale pour moi-même. Enfin, pour Hmm. morale, c'est pas le mot, mais je dis, bon, fais pas le malin, tu vois comment tu es. Et je pense, mais je le dis parce que je pense que dans la littérature contemporaine, il y a une autosatisfaction un peu délirante, ou alors quelque chose qui va vers le vertueux. Bon, on va Hmm. être plutôt de mon côté, ce qui me surprend toujours un peu. Du coup, ce qui fait des écritures de la complainte, mais très sociologiques, des écritures plates. Enfin, c'est là où je rejoins Shemla Oui, d'une complètement. autre façon, mais, euh, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse, hein. C'est pas du tout ce qui me fait vibrer. Lui, il Et, parlait de l'écriture à l'os, que c'était quelque chose qui ne le ouais, faisait pas oui, vibrer. oui. Hmm. Oui, oui, on a souvent qualifié Meta Carpenter un peu de lyrisme à l'os, Ah parce oui, c'était à la fois très lyrique et parfois il y a des côtés secs. ok. Mais oui, oui, bon, il y a quelque chose de ce genre-là, mais c'est d'abord, oui, si on pouvait se regarder et se comprendre qu'on est, qu'on est tous un peu coupables quand même de ce qui se déroule. Voilà, c'est-à-dire, je n'empêche pas aux militants de militer, hein, c'est pas du tout le truc. Mais moi, je fais de la littérature, c'est encore Hmm. autre chose. Mm. Ce titre, La matière humaine, sonne comme un pléonasme, donc un anti-oxymore. Pourquoi la matière serait-elle humaine? Est-ce que ça signifie, enfin, comment la matière peut être humaine, ou alors est-ce que ça signifie que la matière humaine est déjà le corps? Parce que la matière, ce sont des atomes. Alors Oui, comment on explique cette matière humaine? alors pour moi, alors moi, j'ai vu que le côté corps. Ok. J'ai vu le côté corps sans âme, quoi, où les âmes Ah, bien. disparaissent. Je me suis arrêté là. D'accord. Et puis, j'avais dû certainement l'entendre ou le lire quelque part il y a des années, parce que je l'ai retrouvé dans un texte de Georges Bataille que j'ai beaucoup lu. Un texte qu'il avait fait pour un journal, je sais plus lequel, en tout cas pour un appel Beaux Manifestations en 36. Ok. Et il parle de matière humaine, c'est un très beau texte. Je crois que c'est pour non, c'est pas le Figaro, je sais plus, mais genre, et je l'ai relu là, et je l'ai relu il y a pas longtemps chez Marx. Donc ça avait dû, je sais pas, on sait jamais comment la mémoire marche. Moi j'ai très peu de mémoire, mais ou bien je l'ai réinventé tout simplement après Marx et Bataille. Alors, vous mettez en regard page 145, donc le massacre des innocents dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et cette matière humaine. Je souhaiterais lire ce passage. C'est marrant parce que j'ai choisi deux passages et les deux fois, c'est la poudre qui parle. Je n'ai pas fait exprès. Ça me va très bien.
Le massacre des innocents, la matière humaine. Si la volonté divine implique le supplice d'un enfant innocent par une brute, je rends mon billet, écrit Dostoïevski. Je te souffle tes propres notes, Saul. Tu n'es bon à rien. Le visage du petit t'échappe. Tout est allé tellement vite. Tu es tellement lent depuis que tu me prends. Pourtant, tu savais, la gueule du loup, une alarme dans ta tête, mais tu n'as pas bougé. Comment, dans cette ville de privilégiés, des enfants livrent-ils d'autres jeunes en cocaïne, en kétamine, en 3M? Comment des enfants, cartables double fond, se retrouvent-ils dans un duplex ou sur le palier des apparts chemsex? Je te le confirme, Saul. Tout ça se passe sous la bénédiction de l'État. Comme partout ailleurs, je circule avec l'assentiment de ceux qui prétendent me combattre. Je ne me suis jamais aussi bien portée en tant que poudre. J'ai colonisé les collèges, les hôpitaux, les commissariats, France Travail. Ça fait longtemps que je ne suis plus l'apanage des ministères, des start-up ou autres machines médiatiques et culturelles. Moi, la poudre, je suis le tout, et le tout est un rouage. Et si je zombifie, j'ai du bon. J'évite la haine et la machine. Toutefois, je ne suis plus qu'une transition pantelante. Une fin de tabou. Mon règne s'achève. Bientôt, je ferai tâche. Moi-même, je vais disparaître, remplacée par une drogue sans nom et sans odeur. Une conscience mondiale qui bannira toute contradiction. Camisole monde, loin de toute la matière humaine. Et là, vous me chercherez, vous rappelant que, malgré ma morsure mortelle, je n'étais pas sans beauté. Oui. Alors, c'est quoi cette drogue sans nom et sans odeur? Ben, disons que j'ai le sentiment, enfin c'est le sentiment, c'est y a pas que moi, hein, mais nous allons quand même dans un monde, pour le moment, de moins en moins corporel, de moins en moins sensationnel, au sens littéral, de moins en moins sensitif. Et non, cette nouvelle drogue, ben, elle est déjà là. C'est l'abrutissement sur les téléphones, c'est les IA, c'est le fait Les de... régulateurs d'humeur aussi. Oui, absolument. Mm. C'est le fait que même dans le langage, enfin, le fait qu'on parle maintenant en symptômes, en acronymes. Bon, je veux pas faire mon Finkielkraut, mais il se passe quand même quelque chose pour le moment. Alors peut-être que ça ne durera pas. Moi, j'ai des étudiants où je vois bien qu'il y a une jeunesse qui a pas du tout non plus envie de s'en laisser compter sur le monde qu'on leur propose. Bien sûr. Donc je suis pas dû. Mais la vague générale, le tsunami, c'est pas la poudre. C'est la technique, c'est la Mm. technologie. Et là, oui, je suis un peu négatif, tout en étant en train de scroller sur mon téléphone, Mhm. évidemment. Mais bon, ma gymnastique intérieure fait que j'arrive à m'accorder des pauses. Je vis en forêt, je marche, enfin, bon, j'ai d'autres stimuli. Mais, euh, mais oui, bon, on en est là, et la vitesse à laquelle ça va, et la puissance à laquelle ça va, je commence à pianoter sur les IA depuis quelques semaines. Bon, ceux qui disent que ça marche pas trop bien, etc., ils n'y ont pas été. C'est délirant, je trouve. Tu as noté sur quoi? Bah, sur les Claude, Ah, chat, les IA, Claude, oui. ouais. Bon, c'est quand même, je trouve ça assez délirant. Et bon, je parle pas pour l'art, hein. Toute la problématique, ça écrira des livres et tout. Bon, ça, je m'en fous un peu parce que je pense que là, pour le coup, on est vraiment comme un beau costume, enfin, une bonne matière et puis une mauvaise matière. Alors, il y aura des livres IA et ça se sentira. Bien sûr. Mm. Peut-être qu'à un moment, ça sentira plus, mais puis là, bon, ce sera trop tard. Mm. Mais bon, c'est pas tout de suite, je crois. Mais pour tout ce qu'elle reste, toute la délégation. Et moi qui suis parfois flemmard, c'est sûr que c'est très facile de faire des recherches, de balancer. Mais encore une fois, c'est ce monde-là, c'est pas tant lié et c'est plutôt pour les enfants, pour nous, c'est un peu tard. Mais le fait qu'ils apprennent qu'à chercher et que quasiment toutes les réponses viennent ou toutes les explications viennent et qui sont biaisées, hein, Mhm. de toute façon, qui sont pas d'une valeur absolue. Bon, si ça veut dire quelque chose, mais donc voilà, je pense que la nouvelle drogue, ben, elle est le fait qui est lié à ce rapport qui est sorti il y a quelque temps, qui disait que les enfants ne savent plus courir. Mhm. Ils sont désynchronisés. Moi, j'avais vu le côté concentration, perte de concentration, mais il y a plus que ça. Maintenant, il y a les profs de sport. Les profs de sport se sont alarmés pour dire les gosses, ils savent plus courir. Ils ont plus de force physique. Tout va bien puisque bon, on va les mettre à gérer ou à réguler des algorithmes, donc ils n'ont pas besoin de marcher.
Donc voilà, pour moi, c'est ça la prochaine drogue, voilà, qui est déjà là, c'est la technique ou c'est mes usages. On va revenir sur un côté un peu plus biblique qui s'infuse dans votre littérature. Dans votre épigraphe, par exemple, vous donnez des références à Ézéchiel, l'Ancien Testament, mais aussi à Nick Cave. Hmm, Alors, on peut pas lui enlever son aura, hein, son message, sa lumière. Pour moi, Nick Cave demeure une sorte de grand prophète. hmm, Je l'ai jamais vu sur scène, mais et puis à bien des égards d'ailleurs, il a combattu aussi des années d'addiction à l'héroïne. hmm. Eh bien, Nick Cave a fait 16 overdoses de recensées. Hmm. C'est-à-dire, on compte pas celle où il était dans une chambre berlinoise et il s'est réveillé par miracle. Mais oui, alors, pour l'anecdote, mais bon, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu grand fan. Moi, je l'ai vu 31 fois. Ok, Ouais, j'y vais depuis l'âge de 15 ans, enfin, ou 16 ans. mais pas qu'en France Mais alors. si, Ok. il tourne beaucoup. Non, non, est-ce que je l'ai vu autre part? Non, je crois pas. Mais oui, oui, bah, c'est devenu. Il a remplacé Bob Dylan, Eh quelque oui. part. Hmm. Et au dernier concert de Nick Cave, dans cette grande salle qui me faisait peur, où il a été extraordinaire, il y avait Bob Dylan qui était dans la salle, qui a tweeté le lendemain une sorte de phrase qui disait en gros, waouh, tu prends le relais. Hmm. Donc, bon, mais oui, mais Nick Cave, il a beaucoup joué, même dans mon écriture, sur Meta Carpenter. Il y a un album qui s'appelle Ghostin, que j'ai écouté tout le long sur la mort de son fils, Hmm. qui est un disque assez incroyable où il a fait la Ouais. guitare pour la première fois, Hmm. et où il monte dans les aigus. Oui, bon, voilà, moi c'est mon référent. Et puis cette probité artistique et cette évolution, bon, je suis convaincu. Même si je trouve qu'on le voit trop maintenant. Je regrette l'époque où j'allais le voir dans des petites salles et autour de moi, les gens n'aimaient pas trop. Bon, là Hmm. maintenant, il y a consensus, donc Oui. parfois. C'était quoi cette grande salle qui fait peur? C'était l'Arena, Ah ok, l'Arena, ouais. Mais, d'accord. mais il a réussi à prendre toute la salle. Pour finir, Jefferson, est-ce Oui, que vous pourriez nous parler de vos premiers souvenirs d'écriture? On l'a un peu évoqué au début, mais peut-être quelque chose qui remonte à plus loin encore. Poésie, lettres alors, d'amour. je me suis rappelé, enfin non, je sais pas que je me suis rappelé, il y a deux moments. Je suis retombé sur des vieux carnets de moi à 20 ans. Et c'est bizarre parce que comme quoi on filtre tout. Je pensais que c'était une période très heureuse. Moi, je suis un nostalgique un peu. J'avais en tête que mes 20 ans étaient une période très très heureuse. Et les carnets sont d'une déprime totale. Ok. Donc, je vois des tics, pas des tics, mais je reconnais des mots, des choses qui me quittent pas. Et Ils sinon, étaient où bon, en ces fait, carnets pendant tout ce temps-là? bah, ils étaient chez ma grande demi-sœur dans un sac perdu au fond ah, avec des 45 tours. Incroyable, magique de les avoir retrouvés, de tomber Oui. dessus. Et Ouais. puis sinon, le vrai premier texte, bah, j'ai cofondé avec une amie il y a des années une revue qu'elle dirige maintenant de main de maître qui s'appelle Eduarda, Sam Guélimi. Mm. Et Sam, avant Yannick, il y a Sam qui m'a poussé. Bon, il y a d'autres amis, je cite Ferdinand et puis d'autres. Mais je me souviens, ça s'appelait Imprimatur maternelle. Et c'était un texte très très court, un peu violent et corporel, qui parlait de ma génitrice et de la séquence où elle a fait l'amour pour m'engendrer. Mhm. Une sorte de texte un peu bizarre, mais qui est très beau. Enfin, je crois, c'est ce qu'on m'a Et qui est dit. disponible donc parce Bah que oui, qui est dans un numéro de revue, mais je sais plus lequel. Ça va être le numéro 3 ou 4. Et c'est vraiment là où je sais qu'un jour, parce que je suis pas très pressé, je sais qu'un jour, je ferai quelque chose. Mais j'ai un peu avec ce toujours, texte. oui, que c'était un Mm. noyau, que Mm. c'était là par là, qu'il fallait que je règle un peu de choses. Mais l'idée, je pense qu'on écrit toujours pour régler des choses, mais il faut surtout pas essayer d'aller vers le thérapeutique ou bien une sorte d'ordonnance. Mhm. Euh, il faut essayer de trouver un biais pour le coup. Euh, Sa manière, faut trouver sa manière.
Et ça, c'est les phrases. C'est vraiment les phrases, Mmh. je pense. Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir accès à ce texte et peut-être le publier sur les réseaux ou c'est très difficile de Alors, remettre ça à la lumière du jour? non, bah, il faudrait que j'essaie de le retrouver. Alors, je suis aussi ultra bordélique. Donc, j'ai eu plusieurs ordinateurs, mais je sais qu'il existe en papier et je dois avoir le numéro à Paris. Donc, je D'accord, pourrais le retrouver. Je te le super. retrouverai. Eh ben, c'est une super manière de terminer cette émission. Merci Jefferson Merci d'avoir beaucoup. été notre invité pour ce troisième épisode donc de Délicatessen. Nous avons parlé de dystopie, de montée des extrêmes, de Paris, d'amitié, de fêtes qui meurent jamais. J'ai lu deux extraits de La matière humaine. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel auteur que vous aurez la chance de découvrir bientôt. Donc, au revoir Jefferson. Au revoir. Merci pour cette lecture attentive et Merci. précieuse. Abonnez-vous.